Bonjour. Mardi dernier, j'ai pu livrer 2 parties au sein des Wookiee bordelais, mais j'étais un peu à l'arrache et manquais d'inspiration pour créer une nouvelle liste. Je me disais, à tort peut-être, que poursuivre les tentatives avec l'Empire Galactique en format hyperespace serait pertinent. Aussi me suis-je pointé avec une liste que j'avais en fait déjà testée contre le camarade Albu, ce dont je vous avais fait part dans mon article et ma vidéo Hyper Empire. En l'espèce, il s'agissait donc de la liste des ailerons partout, que j'ai reprise telle quelle, même si pour la seconde partie de cette soirée, j'ai en fait introduit une toute petite variante. Reste que la présentation de cette liste demeurera dans les grandes lignes la même que dans l'article suscité, aussi n'hésitez pas à scroller jusqu'au rapport de bataille à proprement parler si jamais. Ah donc, il s'agissait de faire une liste Rogue One avec des ailerons partout. En effet, aussi bien le TIE Reaper que le TIE SK Striker renvoient au premier des films Star Wars Story et partagent une même capacité générique appelée aileron adaptable, qui en fait dans le lore des vaisseaux plus particulièrement conçus pour le vol atmosphérique. Avant de révéler le cadran de manœuvre lors de la phase d'activation, on doit, si l'on n'est pas stressé, faire une manœuvre blanche à vitesse 1, qu'il s'agisse d'aller tout droit ou de faire un virage sur l'aile. Et c'est une capacité très rigolote même si elle demande à être mûrement réfléchie en cours de partie. Dès lors, elle devient le plus souvent une bénédiction, permettant aussi bien aux petits socles que sont les Strikers qu'aux socles moyens qu'est le Reaper, de faire des manœuvres très bizarres, inattendues souvent, et qui peuvent les amener dans des endroits fort incongrus. Bien employés, les ailerons adaptables sont un moyen unique de faire de l'arc dodging sans faire appel aux plus classiques actions de tonneau ou d'accélération. Le MASL est hors concours. Et ceci en notant que le striker peut en outre faire des tonneaux. Et je n'y reviens pas, certains choix de manœuvre peuvent alors se permettre d'aller très vite et très loin. Je vous renvoie à mes articles et vidéos Hyper Empire ou ma chronique de l'extension TIE Reaper. Ceci étant, dans le cas du Reaper, le socle moyen est globalement un peu plus difficile à gérer que le petit socle. Or, mal envisagé ou la faute à pas de chance parfois, ces manœuvres peu ou prou obligatoires peuvent hélas devenir une malédiction. Et elles ont par ailleurs un impact sur le cadran de manœuvre. Les ailerons adaptables sont la raison pour laquelle le TIE SK Striker, tout chasseur impérial qu'il soit, et le Reaper, de manière un peu moins surprenante, ne dispose d'aucune manœuvre au-delà de la vitesse 3, tout en ayant des manœuvres rouges de retournement à vitesse 1 pour le Reaper ou 1 et 2 pour le Striker, sachant que le stress de ces manœuvres aura ses conséquences sur les déplacements du tour suivant, en prohibant alors le recours aux ailerons adaptables. Au passage, pour cette même raison, la manœuvre stop rouge du Reaper s'avère en fait une manœuvre rouge à vitesse 1 d'une certaine manière. À vrai dire, si le Striker est très gérable à cet égard, avec un peu d'application, le Reaper, lui, est un enfer à faire tourner. En effet, son cadran de manœuvre est chiche en bleu et saturé de rouge, et tout spécialement tous les virages serrés sont rouges, là où le virage serré à vitesse 1 était blanc en V1. Mais j'ai consacré un article à ce vaisseau, ou en fait à l'extension TIE Reaper, inutile donc d'y revenir plus en détail ici. Reste que ce problème avait rendu mes premières tentatives avec le Reaper en V2 plutôt douloureuses, là où je l'aimais beaucoup en V1. J'avais cependant envie de lui redonner une chance, et tant qu'à faire auprès de ces petits filous de strikers. Et histoire de ne pas faire les choses à moitié, j'ai donc décidé de faire une liste 100% aileron adaptable, un Reaper et 3 strikers. Les 3 pilotes nommés de ce châssis, en fait, que j'aime beaucoup. Ce qui avait plutôt bien et étonnamment fonctionné dans ma partie contre Albu. Quoi qu'il en soit, ce sont bien les 3 TSK Strikers qui ont la priorité dans cette liste. En fait, chacun coûte plus cher que le Beeper que je leur ai associé, et dont le rôle était en fait tout autre. Par ailleurs, je les ai conçus comme des chasseurs, pas comme des bombardiers. Aucun n'emporte d'engin, aucun n'a d'artilleur. Commençons par le TIE SK Striker qui ressemble le plus à un as ici, avec Duchess, initiative 5, 42 points d'escadron. Sa capacité spéciale interfère avec la capacité générique aileron adaptable, et ce de 2 manières qui ont toutes de leur importance, en donnant en fait à ce pilote le choix d'utiliser ou pas les ailerons. En effet, Duchess peut choisir de ne pas les utiliser lorsqu'elle révèle son cadran de manœuvre, mais elle peut aussi choisir de les utiliser alors même qu'elle est stressée. Ce contrôle absolu sur l'effet des ailerons adaptables fait de Duchess le striker le plus maniable et le plus à même d'ajuster au micro-poil ses déplacements. Pour Duchess, en reprenant les termes employés plus haut, les ailerons peuvent toujours être une bénédiction et ils ne seront jamais une malédiction. Cette aptitude particulière a décidé du talent que j'ai choisi d'associer à ce pilote. Si j'ai préféré employer la feinte pour ces 2 comparses, je me suis dit que Duchess serait celle qui bénéficierait le plus de la manœuvre improbable. Dès lors, tant qu'elle effectue une attaque dans son arc de tir avant, si elle n'est pas dans l'arc de tir du défenseur, ce dernier lance un des verres de moins, et c'est bien.
Inutile de charger davantage la barque, équipée de la sorte, Dutchess coûte en tout 48 points d'escadron, ce qui est tout à fait décent. C'est en fait le moins coûteux de mes 3 strikers, alors que la pilote seule est la plus chère. À noter cependant, dans la seconde partie de cette soirée, j'ai fait une petite modification ici, en attribuant à Dutchess comme à ses petits camarades le talent feinte, 5 points d'escadron, plutôt que de la distinguer avec le talent manœuvre improbable. Je décrirai le talent feinte plus loin. Dans cette configuration, Dutchess coûte 1 point d'escadron de moins et donc 47 points d'escadron en tout. Dutchess est accompagné de 2 autres TSK Strikers à initiative 4. Le premier est clairement celui que j'ai le plus joué, V1 et V2. Il s'agit de Countdown. Tadadadin. Oui, je vais la faire à chaque fois celle-là. Pardon. Countdown, 44 points d'escadron, bénéficie bien sûr des ailerons adaptables, mais sa capacité spéciale s'applique dans un tout autre registre. Quand il défend, après l'étape neutraliser les résultats, s'il n'est pas stressé, il peut choisir de prendre un dégât et un marqueur de stress pour annuler tous les résultats des dés, et donc tous les dégâts. C'est ce qui fait de Countdown, pour reprendre les mots du camarade Seprecham, cette petite peste qui survit bien trop longtemps. Alors autant rallonger la sauce, hein. Côté modification, une coque améliorée, 5 points d'escadron, fera bien l'affaire. Countdown a ainsi 5 points de coque au lieu de 4 et peut en principe les faire durer bien plus longtemps que tout autre châssis ou pilote doté du même niveau de coque. Quant au talent, comme avancé plus haut, il s'agit d'une feinte, 5 points d'escadron. Tant que Countdown effectue une attaque, s'il dispose d'un marqueur d'évasion, alors il peut changer un des résultats évasion du défenseur en un résultat concentration, ce qui le rend plus dangereux tout en l'incitant à favoriser l'action d'esquive de manière générale. Il se défend mieux de la sorte. Rappelons que le striker n'a que 2 dés verts, il faut les optimiser, ce d'autant plus qu'il manque de PV, mais pas au détriment de ses capacités offensives. Rien de plus, rien de trop, Countdown ainsi équipé coûte en tout 54 points d'escadron. Dernier TSK Striker de cette liste, le cousin agressif et joueur de Countdown, une même initiative de 4 et un même coup, à savoir Pure Sabak, 44 points d'escadron. Là encore, la capacité spéciale n'est pas liée aux ailerons adaptables. Seulement, là où Countdown est porté sur la défense, Pure Sabak est à fond sur l'agression. Quand il effectue une attaque, s'il a une carte de dégâts ou moins, il peut lancer un dé rouge supplémentaire. Un autre moyen de le dire est que Pure Sabak, même si ça n'apparaît pas directement dans ses caractéristiques chiffrées, fait partie du club très restreint des vaisseaux qui tapent à 4 dés rouges de base, dès l'instant qu'il n'a pas pris de dégâts ou n'en a pris qu'un seul. Du coup, cette fois, pour faire durer le plaisir, il ne faut pas recourir, comme pour Countdown, à la modification coque améliorée, mais passer directement à la catégorie au-dessus pour un point d'escadron supplémentaire, boucliers améliorés, 6 points d'escadron. Il faut donc que Pure Sabak prenne au moins 3 dégâts pour ne plus bénéficier du 4e dé rouge, ce qui devrait lui laisser de la marge pour caler quelques tirs bien vilains à 4 voire 5 dés. Enfin, pour les mêmes raisons que Countdown, Pure Sabak bénéficie du talent feinte, 5 points d'escadron. Et en tout, il représente 55 points d'escadron, oui, c'est le plus coûteux de ces 3 strikers et en fait des 4 vaisseaux de la liste, même si à un point près seulement. Voilà pour les 3 TSK Strikers. Maintenant, aussi sympathiques soient ces chasseurs, ils sont passablement fragiles, avec seulement une agilité de 2 et à la base une coque de 4 et pas de bouclier. Même si Countdown et Pure Sabak bénéficient donc chacun de modifications supposées leur permettre de durer un tout petit peu plus longtemps. Il était dès lors tentant de leur associer un vaisseau un peu plus solide, même si le format hyperespace n'offre pas vraiment à l'Empire Galactique 36 000 options de sac à PV, ce qui s'en rapproche le plus est un TIE Reaper. Mais il doit coûter un peu moins de 50 points d'escadron pour que ses copains plus pitchouns tournent bien. Alors on ne fait pas dans la fioriture. Déjà pour ce qui est du pilote, j'ai recours au générique, le pilote de la base de Scarif, 41 points d'escadron, lequel bien sûr est équipé d'ailerons adaptables, sans capacité spéciale. Par ailleurs, il a une initiative de 1, mais c'est tant mieux, ça en fait un bloqueur tout désigné. J'avais tendance à croire que ces ailerons pouvaient d'ailleurs se montrer utiles à cet égard. Restait 2 points d'escadron, j'ai choisi de les utiliser en embarquant quand même à bord du Reaper un équipage, à savoir un officier tactique, 2 points d'escadron. Une carte d'ailleurs apparue dans l'extension TIE Reaper, qui rend blanche la coordination rouge du vaisseau, on ne sait jamais, ça ne mange pas de pain. Et le pilote de la base de Scarif ainsi équipé vaut donc 43 points d'escadron en tout. La liste, dans sa première version, fait 200 points d'escadron tout rond. Vous en trouverez le résumé sur l'article du blog, et vous trouverez également celui de la variante de la seconde partie de cette soirée, qui coûte 1 point d'escadron de moins, et donc 199. Ma première partie de la soirée m'a opposé à une liste racaille et scélérate du camarade Aldenauer. Je me souviens des grandes lignes, mais avec quelques incertitudes et quelques trous.
Il y avait plus ou moins 4 vaisseaux. Le premier était un cargo léger YT-1300 personnalisé, piloté par Han Solo, et bénéficiant du titre Faucon Millennium de Lando, ce qui lui permettait d'arrimer un vaisseau de secours, qui était en fait un drone automatique prêt à exploser et qui ne peut pas bénéficier d'amélioration, d'où le plus ou moins 4 vaisseaux. Le Faucon embarquait, j'en suis certain, l'équipage Kira et il me semble un copilote perspicace. Il bénéficiait aussi d'un artilleur hors pair. Je suis moins sûr du reste, mais il me semble qu'il y avait une modification moteur améliorée et le talent tir habile. Cela dit, il doit manquer quelque chose et clairement sur ce vaisseau, mais je ne me souviens plus de quoi. Côté petit socle, Aldenauer alignait un chasseur Fang qui était Fenro, bon sang qu'il m'avait fait souffrir lors du dernier tournoi celui-ci, avec comme talent loup solitaire, et restait en fin de la place pour un chasseur taille à la modifié ou taille de la guilde minière, qui était un générique guetteur de la guilde minière à initiative 1 sans modification. Reste qu'il manque probablement quelque chose ici car je n'arrive qu'à 195 points d'escadron et je ne crois pas me souvenir d'un bit si marqué, mais peut-être en fait. Aldenauer a choisi de me donner l'initiative, en tout cas. Les vaisseaux s'activaient donc dans cet ordre. Pilote de la base de Scarif, drone automatique guetteur de la guilde minière, Countdown Pure Sabak, Duchess, Fenro, Han Solo. Et il s'engageait dans cet ordre, Fenro, Han Solo, Duchess, Countdown Pure Sabak, pilote de la base de Scarif, drone automatique guetteur de la guilde minière. Le drone était arrimé en début de partie. Il me fallait éviter de laisser trop d'opportunités à Han de faire ces trucs bizarres avec les obstacles, et dans une bien moindre mesure il en allait de même pour le taille de la guilde minière et les astéroïdes seuls. Le côté droit du tapis de jeu me paraissait le plus profitable à cet égard et j'ai voulu y porter l'affrontement, ce qui, au vu du déploiement, m'opposait frontalement aux tailles modifiées et à Fenrau sans surprise. Aldenauer a d'ailleurs envoyé son guetteur de la guilde minière en avant très vite pour me bloquer, mais il n'a pas été bien compliqué de m'en débarrasser. Le reste de la bataille est cependant plutôt confus dans mes souvenirs, je ne me souviens pas des détails. Il me semble que, de mon côté, Pure Sabak a vite rencontré des difficultés qui l'ont empêché de caler trop d'attaques à 4 voire 5 dés rouges, tandis que Countdown ne bénéficiait pas toujours de sa faculté défensive pour cause de stress. En même temps, de manière générale, ça défouraillait pas mal et mes strikers tout spécialement étaient décidément fragiles. Puis Han Solo a éjecté le drone automatique, qui allait dès lors exploser 3 tours plus tard. J'ai fait en sorte de ne pas le perdre de vue et peut-être y ai-je à vrai dire accordé trop d'importance, mais en définitive cela s'est montré utile. En fait, j'ai pu bloquer Fenro déjà endommagé de sorte qu'il subisse le critique automatique infligé par le drone, tandis que tous mes vaisseaux étaient épargnés. J'ai même retenu mon attaque pour tabler sur l'explosion qui a dégagé le chasseur Fang. C'est toutefois Aldenauer qui a remporté la partie, même si ça s'est avéré relativement serré. Ici, j'ai un problème parce que si je sais très bien ce que j'ai sorti de la liste racaille, j'ai mal pris mes notes en ce qui concerne mes propres pertes. Ce que je peux affirmer, c'est que j'ai de mon côté obtenu l'intégralité des points pour le guetteur de la guilde minière, Fenrau, et par la force des choses, le drone automatique, pour un total de 109 points. Il me semble qu'Aldenauer m'a sorti un striker, mais je ne sais plus lequel, et a obtenu la moitié des points pour mes 3 autres vaisseaux. Mais aucune configuration ne correspond aux 123 points d'escadron que j'avais notés. L'hypothèse basse, mais qui me paraît donc très improbable, serait celle où l'unique vaisseau de mon camp à avoir quitté le tapis de jeu serait le Reaper pour 122 points d'escadron. Les hypothèses plus probables avec un striker de dégagé s'échelonnent entre 125 points si c'est Duchess qui a été détruite, et 128 points s'il s'agit de Pure Sabak ou Countdown. Et Pure Sabak me paraît l'hypothèse la plus vraisemblable. À noter cependant, Han Solo avait un peu chaud aux fesses en fin de partie, et sauf erreur, une touche supplémentaire seulement m'aurait permis de remporter la moitié de ses points d'escadron, ce qui aurait fait basculer le rapport en ma faveur. Mais non. Et donc, défaite. Passons à la deuxième partie de la soirée, en rappelant que j'ai introduit alors une petite modification dans ma liste, en attribuant le talent feinte à Duchess plutôt que manœuvre improbable. Qui n'avait servi à rien dans ma partie contre Aldenauer, là où les feintes des 2 autres strikers s'étaient montrées davantage utiles, sans faire de miracle non plus. Ma liste passait donc à 199 points. Je jouais cette fois face au camarade Gribouille, lequel alignait une liste du premier ordre à 3 vaisseaux. Hélas, là aussi, je ne me souviens plus la liste exacte, alors il y a peut-être quelques imprécisions. Une chose certaine, il y avait 2 chasseurs taille SF qui étaient Quick Draw et Backdraft, lesquels étaient conçus exactement de la même manière. Artilleurs des forces spéciales, le senseur système de commande de tir, la technologie optiques avancée et, sauf erreur, le talent fanatique. Et le 3e vaisseau était une navette de commandement de classe Upsilon, pilotée par le lieutenant Tafson. Je suis certain qu'il embarquait l'équipage copilote perspicace, mais je ne me souviens plus bien du reste.
À vue de nez, je dirais un système de commande de tir et des boucliers améliorés. Ça pourrait coller parce que cela donnerait une liste à 198 points, or Gribouille a déterminé l'initiative sans que l'on ait à tirer au sort. Contrairement à Aldenauer, après quelques hésitations, il a choisi de devenir le premier joueur. Les vaisseaux s'activaient donc dans cet ordre: pilote de la base de Scarif, lieutenant Tafson, Backdraft, Countdown Pure Sabak, Duchess, Quick Draw. Et ils s'engageaient dans cet ordre: Quick Draw, Duchess, Backdraft, Countdown Pure Sabak, lieutenant Tafson, pilote de la base de Scarif. Ma principale crainte ici portait sur la navette de commandement de classe Upsilon, un vaisseau solide et qui tape lourd avec ses 4 dés rouges de base. Et le copilote perspicace, voire le système de commande de tir, le rendait encore plus redoutable. Mais d'expérience, je sais que l'Upsilon se retrouve vite dans une situation compliquée quand les vaisseaux ennemis passent derrière elle. Alors c'était l'idée, en envoyant mon TIE Reaper à toute berzingue en guise d'appât, puis de bloqueur pour les TIE SF, afin de laisser à mes strikers l'opportunité de manœuvrer rapidement et de passer dans le dos de Tafson. Une décision catastrophique. En effet, mon premier mouvement avec le Reaper, la figure acrobatique dite de la savonnette, l'a bien trop exposé, tandis que mon adversaire fonçait avec ses 3 vaisseaux. Et oui, j'avais un peu trop tablé sur le fait qu'il jouerait son Upsilon, comme j'ai tendance à la jouer moi, en progressant plus lentement, de sorte à ce que personne ne me contourne. Résultat, le Reaper se retrouvait exposé au feu de l'Upsilon et sauf erreur d'au moins un détail des forces spéciales. Il a perdu aussitôt non seulement ses 2 boucliers, mais aussi ses 6 points de coque, ceci dès le premier tour ou au plus tard lors du deuxième. Et c'était censé être mon sac à PV. Ah. Ne me restait donc que mes 3 strikers déjà, autant dire que la partie était pliée. Et ceci d'autant plus que, obnubilé par la puissance dévastatrice de la navette, après cette vilaine entrée en matière, et plus que jamais désireux de la contourner, je ne me ménageais pas des masses d'opportunités de tir et constatais avec un nœud dans le bide que, aileron adaptable ou pas, les strikers n'étaient pas en mesure de bouger assez vite pour accomplir efficacement cette tactique. J'ai fait d'autres tentatives de savonnette, mais elles avaient leurs limites, et il y avait même eu ce moment très chaud durant lequel j'ai failli faire sortir du tapis de jeu un de mes vaisseaux qui passait un peu trop près du bord. Bon, j'ai pu rattraper le coup, mais catastrophique quand même. Pendant ce temps, la navette, parfois malgré tout, et backdraft plus régulièrement, une manœuvre imprécise ayant exclu Quick Draw du combat pendant bien 2 ou 3 tours, parvenait à pilonner mes strikers, et tout spécialement Pure Sabak, qui a très vite subi les 3 dégâts l'empêchant de tirer avec 4 dés rouges. Il n'a guère tardé ensuite à sortir du tapis de jeu. Après quoi, mais plus tard dans la partie, c'est Duchess qui a fini par dégager aussi, pourtant la seule, grâce à sa polyvalence au regard des ailerons adaptables, à être finalement parvenue à passer dans le dos de l'Upsilon, mais les tailles SF veillaient. En fin de partie, ne me restait plus que Countdown, que sa capacité spéciale, même si elle n'a pas toujours fonctionné, notamment parce qu'il était stressé et on le serait à moins, a tout de même relativement préservé. À 1 dégât près, Gribouille n'en a donc pas obtenu la moitié des points d'escadron. Et de mon côté, presque rien. Je n'ai gagné en définitive que la moitié des points de Quick Draw. La navette avait de la marge, je ne lui ai sorti que 3 ou peut-être 4 boucliers en tout, ce qui était largement insuffisant pour en obtenir la moitié des points. Quant à Backdraft, je ne lui ai pas fait le moindre dégât de toute la partie. Lamentable. Défaite écrasante donc, 145 à 32. Une véritable humiliation. Objectivement, la liste de mon adversaire était clairement plus solide et efficace que la mienne, et j'ai manqué d'un peu de chance avec d'abord le pilote de la base de Scarif, ensuite Pure Sabak. Mais dans le premier cas du moins, c'était indéniablement lié à une très mauvaise décision de ma part. Et tout au long de cette partie, j'ai en fait enchaîné les mauvaises décisions de manière générale. J'ai très très mal piloté et méritais assurément de me prendre cette branlée. Bon, un bilan plutôt calamiteux pour cette soirée, Cette liste est amusante à jouer, mais ne nous voilons pas la face, elle ne tient pas la route face à une liste un temps soit peu plus compétitive. Le Reaper est chiant à manœuvrer, il ne manque certes pas d'atouts, que j'ai détaillé dans mon article sur l'extension TIE Reaper, mais en fait de pseudo sac à PV, il n'a rien de faramineux. Quant aux Strikers, ils sont fun, ils sont aussi très fragiles. 2 des verts et 4 points de coque seulement, il ne faut pas en attendre des miracles, que je regrette le bon vieux châssis léger de la V1. Et par ailleurs, leur cadran de manœuvre était particulier, en conséquence de leurs ailerons adaptables, atteint vite ses limites avec ses manœuvres à vitesse 3 au plus. Il va falloir que je m'applique davantage les prochaines fois, et peut-être que je m'éloigne un temps de mes factions réflexes que sont l'Empire Galactique et le Premier Ordre. Je crois que, concernant la première, j'en suis au stade où je manque de nouvelles idées excitantes. Quant à la seconde, si j'aurais encore des trucs à tester, je l'ai trop joué ces derniers temps.
Loué soit Palpatine, les séparatistes arrivent en principe dans une semaine, aussi vais-je probablement me concentrer pour un temps sur cette nouvelle faction de la guerre des clones. À bientôt donc, et probablement avec une palanquée de droïdes crétins, Roger Roger.